Aujourd'hui, Christian Scalisi, notre maître sommelier, nous invite à la découverte d'un domaine situé à Cabasse. Bien connu de tous les mélomanes, le domaine Gavotti est sans aucun doute le domaine à visiter si vous souhaitez fuir la chaleur du littoral et rentrer au cœur de notre département. Chers amis, bonjour. Nous sommes en balade aujourd'hui dans le Var, dans la Haute-Côte-de-Provence. Nous sommes partis vers l'intérieur du pays, dans le Haut-Var, à Cabasse, pas très loin du Toronnais, pas très loin de Brignoles et pas très loin du Luc. Donc nous sommes en visite au domaine Gavotti, où nous avons le plaisir de rencontrer Roselyne Gavotti, qui va nous présenter en quelques mots le domaine, et puis après nous aurons le plaisir de découvrir ces vins ensemble, ces blancs, ces rouges et ces rosés. Donc Roselyne, bonjour. Bonjour Christian. Nous sommes donc un domaine familial dans ma famille depuis 1806. C'est une propriété donc, qui est constituée de 42 hectares actuellement plantés, en Grenache, Cinsault pour les cépages de rouge, et dans les cépages de blanc, Rolle et Clairette. Nous produisons 70% de vin rosé. Et la propriété s'est spécialisée dans les blancs depuis les années 70. J'expliquerai plus tard de quelle manière. Chez toi, tu les réussis particulièrement, et qu'en plus, ils ont une capacité à vieillir qui est très au-delà de la moyenne. On est d'accord? On est d'accord, et j'aime, je dirais, exprès appuyer sur les blancs, parce que c'est aussi la manière que j'ai appréhendé, moi, le terroir. Étant donné qu'il fallait absolument, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, j'avais envie d'exprimer le terroir de notre région. Donc il y en a certains qui l'ont fait de manière excellente dans les rouges. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été visionnaire, parce qu'il a planté le bon cépage. Le bon cépage, on va dire, d'une manière générale, parce que c'est un cépage provençal, c'est le Rolle, appelé aussi Vermentino dans certaines régions, mais je tiens au nom provençal. Et en 70, donc, ça a été une renaissance, puisque le Rolle est toujours dans la région et depuis longtemps, parce que l'appellation Bélé en est détenteur et c'est le cépage roi de Bélé, et il avait été complètement décimé, il avait disparu dans cette région de la Provence, dans le Var. Après le phylloxéra, il n'y a pas eu de renouveau du Rolle, si ce n'est dans les années 70. Donc, finalement, le Rolle est quand même assez historique ici. Ah oui, oui, absolument. C'est un cépage purement provençal. Donc oui, parce que c'est pas un cépage, effectivement, il y a 20 ans, on parlait de la Clairette, de l'Uni Blanc, un petit peu de Sauvignon, un petit peu de Bourgoulin, mais le Rolle, on a commencé vraiment à en parler il y a 10-15 ans. Ouais. Hein, c'est ça? Oui, dans les années 80, on a pu commencer à en parler de manière un peu discrète, et puis après, dans les années 90, voilà, c'était pas répandu. Après, on a vu ce que ça pouvait donner, ce que c'était vraiment un cépage qui avait des affinités avec certains terroirs. Malgré tout, tu vois, là, ce que j'allais dire, tu as un terroir quand même qui est assez particulier ici, tu as un climat particulier. J'allais dire, pour pouvoir produire ce type de blanc, tu as peut-être plus d'avantages à le faire ici que sur le littoral, où on est déjà plus précoce en termes de maturité, le terroir est différent, on a des vins qui sont peut-être un petit peu plus riches. Ici, on joue un peu plus sur la minéralité, non? Le terroir et le climat ici font une combinaison que tu peux réussir à faire des blancs qu'on ne peut pas ailleurs. Je pense, hein, sans en détenir je dirais la vérité universelle. Oui, la vérité universelle, mais c'est un cépage qui a ses affinités de terroir, et quand on trouve le bon compromis, le bon duo, on a gagné. Et puis il a justement, comme tu dis, ce potentiel à aller dans la minéralité très rapidement, ce qui en fait un merveilleux compagnon, parce qu'on avait vraiment besoin dans cette région de valoriser notre terre, notre appellation par une minéralité, donc qui est une expression quand même fortement liée au terroir. Dans une région où on parle du rosé à façon majoritaire, il est important de trouver aussi ce qui accroche et ce qui est réellement lié au terroir. Entre parenthèses, le lien au terroir pour le rosé est indéniable, mais il est très difficile à s'exprimer, on le sait, et à se définir. Oui, souvent la vinification prend le pas plutôt. Voilà, la technique. C'est pas le cas sur les blancs et sur les rouges. Alors que le blanc, la vinification quand même, elle est assez universelle aussi. Nous, on est sur du pressurage direct
Alors bien sûr, après il y a le choix, la maturité, le moment de la récolte qui est très important, qu'est-ce qu'on recherche. Ici on vendange quand les rôles par exemple? On les vendange quasiment parmi les derniers cépages. On les vendange fin septembre. 15 jours après le littoral, quoi, minimum. Ah oui, on a 15 jours de décalage au moins. Et le rôle par rapport à nos cépages à nous vient avant les cinceaux, donc c'est un cépage qui est très intéressant parce qu'il faut le guetter. Il commence à avoir des notes un peu dorées, avec des grains qui cohabitent sur le même pied, des grains verts avec des grains dorés qui vont devenir progressivement presque marron, c'est une teinte un peu brune, c'est assez exceptionnel. On se dit oh là là, c'est terrible ce qui leur arrive. Non, non, pas du tout, ce côté un peu miel en fait, qui donne cet équilibre entre l'acidité qu'on peut avoir et la fraîcheur. Et puis on le retrouve bien dans les vins. Et on le retrouve, ce côté un peu miel, de maturité. Là, on est en train de déguster les 2010. Donc on est sur une mise en bouteille qui est plutôt récente. Là on est Oui, on fait des mises au mois de mars. En fait, on a beaucoup de mal à faire des mises avant parce que nos vins mettent beaucoup de temps à se préparer. C'est vrai que c'est très important. Pour nous, c'est pénalisant parce que qu'il s'agisse de faire des assemblages, là je parle aussi bien des rosés ou des blancs, mais il peut arriver qu'il y ait des assemblages aussi. Même si cette cuvée est à base de 100% en rôle, il peut y avoir des assemblages de différentes parcelles. Donc les assemblages sont possibles aussi dans le blanc chez nous, et donc c'est très important d'avoir des vins ouverts. Et souvent, il y a une fermeture des vins dans ce qu'on appelle ce moment où les vins sont plus du tout, ne sont pas encore expressifs ou ne le sont plus, où on a du mal à les retrouver tels qu'on les a sur notre saison où ils évoluent. Là. Moi je trouve qu'ils évoluent. Et là ils évoluent. Ça fait la 3e fois que je les goûte en 15 jours à peu près. À chaque fois je trouve qu'ils ont une approche qui est très différente. Là c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur quelque chose qui effectivement, dans ce que tu rappelais en parlant des raisins, mais là c'est extrêmement floral, on est sur des notes de miel, on est sur des notes d'acacia, il y a une palette aromatique extrêmement large, derrière on évolue sur du fruit. Ça reste très expressif parce que les 2010 sont sur la jeunesse et ont leur côté, ce côté très convivial. On a en bouche, on a du gras parce que 2010, je pense que c'est plutôt une année où tout le monde est globalement satisfait. On n'a pas trop de problèmes d'acidité visiblement sur 2010. Je trouve qu'il y a un bel équilibre, il y a une jolie acidité derrière. On a un bel équilibre. On a quand même de la puissance. Il y a une belle complexité. J'allais dire, oui, il remplit tous les critères si on veut le garder ou si on veut le boire. Hein, on est bien là-dessus. Ça représente quoi comme pourcentage de les blancs ici? Ça représente sur le domaine 15%. Et là, on avance un petit peu entre 15 et... On ne peut pas faire plus parce de toute façon, on est déjà très au-dessus. Déjà, on est très au-dessus de la moyenne. Donc la particularité, c'est que, bon, j'en témoigne, c'est vrai, c'est que c'est vieilli particulièrement bien. On parle de 88 dont tu m'as fait part, il y a un millésime sur 30. C'est vrai. Donc globalement, on a des bons résultats. On a dans l'élevage, vraiment dans une régularité. Alors il n'y a pas de barrique chez toi? Il n'y a pas de barrique du tout, que sauf un millésime où on a fait un essai, enfin 2 millésimes où on a fait des essais. Mais c'est à titre d'essai, c'est bien différencié avec une étiquette différente, donc ça a été en 95. Mais on a vu l'apport du bois, ce qui peut apporter comme avantage, mais aussi comme limite. Voilà. Il n'a pas sa place dans la mesure où nous on cherche cette minéralité, cette pureté du fruit. Alors ça va l'armer, peut-être ça va le protéger à un moment donné, mais de toute façon on ne va pas l'empêcher de donner cette minéralité, et le bois ne va faire que un petit peu la freiner finalement. C'est pas du tout ce que je recherche. Ça emballe le produit, en aucun cas ça se marie avec quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord. Mais donc de temps en temps, c'est vrai que tous les 3-4 ans, tu nous organises quelques belles verticales. Donc une dégustation verticale, ça veut dire qu'on part d'un millésime très jeune pour aller sur un millésime très vieux. Alors je crois que la dernière qu'on a fait, c'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, et on avait fait donc le millésime local qui devait être 2008, et on était descendu jusqu'à 83. Ah oui. Ah c'est ça. Oui. Hein, mémoire voilà. Avec non, c'était bien. C'est vrai que c'est pas le type de dégustation qu'on fait assez couramment, mais à part quelques accidents de bouteilles, globalement on a eu des accidents de bouteilles, des bouteilles qui avaient mal vieilli, mais c'était très ponctuel.
Je veux dire, c'était un problème de bouteille, c'est pas un Oui, problème de vieillissement il y avait C'était peut-être pas mal, un c'est bien, millésime qu'on a découvert qui était sur le déclin, un ou deux, on va dire peut-être 85, je me souviens que 85 c'était le moment où il commençait à décliner. Et puis après il y a eu des problèmes de bouteille sur 96, petits soucis, mais ça c'était pour problème de bouteille, donc on a qui est des plus sensibles à l'oxydatif, donc et puis aussi des problèmes sur momentanés, c'est-à-dire un vin qui était sur un petit creux et puis après qui est reparti. Puis c'est jamais définitif. Mais il y avait quand même, voilà, il y avait une régularité plutôt rassurante sur... C'est d'un bon niveau. Et puis je veux dire, à la limite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on n'est pas sur des vins de dégustation où, j'allais dire, on va se gargariser à s'expliquer que c'est formidable, qu'il y a une palette aromatique terrible, mais enfin, qui finalement sont des vins qu'on ne peut pas mettre sur table, parce que ça reste des vins de dégustation. Là, c'est pas le cas. Je trouve quand même que c'est des vins qui gustativement restent intéressants. Quand on goûte un très vieux rosé, c'est un vin de dégustation, c'est un truc, je vais dire, qui est un peu anachronique, qui n'a pas d'intérêt. Là, on est sur des vins, on peut les mettre sur table, c'est bien. Il y a encore une fraîcheur sur des vieux millésimes qui vont avoir leur place avec un plat. Il y a 15 jours, qu'est-ce qu'on a goûté? On a goûté 96, si je ne me trompe pas, ensemble, 96, déjà. Oui. On avait un peu révisé, avant de venir. Mais 96 était bien. Je veux dire, jamais tu lui donnes 15 ans à ce moment-là. Il y avait une fraîcheur, il y avait une complexité. À la limite, où je trouve qu'on est un peu sur le type de complexité qu'on peut retrouver sans s'envoyer des fleurs, mais sur certains meursault qui ne sont pas écrasés par le bois. Mais enfin, moi je pense à certains copains vignerons. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça ne va pas les remplacer, mais c'est vrai qu'on est un petit peu sur le même registre. Quand on goûte un vieux Bourgogne blanc qui n'est pas monstrueusement écrasé par le bois, je pense au meursault de chez Thierry Matreau, par exemple, qui est un super vigneron de meursault. Lui, c'est pas un grand fanatique du bois, donc on est vraiment sur l'expression du chardonnay. Quand on goûte chez lui des meursault qui ont 15 ans, on est un peu sur des palettes aromatiques comme ça. Après, c'est le type de vin, c'est sûr, on ne les met pas forcément sur table. Comme ça, en se faisant un aioli. Non, il faut aussi que le consommateur ait la tendance pour ce genre de vin, et c'est vrai que tout le monde ne l'a pas, et bon, c'est pour ça que c'est la magie du rôle aussi, d'avoir cette capacité aussi bien sur la jeunesse de donner du plaisir avec sa fraîcheur et sa palette d'arômes, et puis sur l'élevage avec une complexité et puis un gras qui est renforcé. Donc je crois que là on a une chance d'avoir tapé dans le mille au niveau d'un cépage qui balaye large, voilà. Oui. Et je dirais pas la même chose pour mes rouges, parce qu'au contraire, là on est sur des obligations, enfin en ce qui me concerne, dans mes convictions de vraiment d'aller proposer des produits qui sont là pour donner du plaisir. Le rouge, à part le millésime 2007, qui est quand même une exception millésime, mais on est sur des vins qui doivent être attendus, où le terroir fait son travail tout seul en bouteille, où nous on regarde un peu en spectateur, on attend que ça se fasse à tous les niveaux, que ça se fasse, le tanin se fasse, les arômes se transforment. Donc il ne faut pas du tout la même patience. Et pour ça, le rôle, c'est un peu de patience. C'est génial. Le rôle, ça ne demande pas de patience. Donc ça nous permet, nous, tous les ans, de mettre de côté 2000, 3000 bouteilles de blanc pour pouvoir satisfaire. Bon, on a une clientèle, bien sûr, qui s'intéresse à ce type de vin, qui est peut-être plus exigeante, qui a un palais souvent professionnel, donc c'est souvent des restaurateurs, des sommeliers bien sûr, mais aussi on a une clientèle de particuliers très connaisseurs qui recherchent ce type de vin, qui sont très à l'affût des accords mets et vins, qui sont très... C'est des vins qui ont avec un peu plus de personnalité, qui sont un peu moins passe-partout. Voilà, c'est moins facile. Ouais. On va goûter les rosés. Allez. Donc assemblage 2010, Grenache Cinsault Syrah. Très différent comme assemblage par rapport à 2009, mais bon, nous, on n'a pas de... l'assemblage lui-même, parce que nos assemblages se font en fonction vraiment de la cuve, hein, on n'a pas de recette au départ. On cherche dans cette cuvée, hein, dans la cuvée Clarendon, on va rechercher le gras, l'élégance qu'on va avoir plus ou moins certaines années. Donc 2009 avec le Cinsault, c'était du velours. 2010, c'est un petit peu moins de gras, mais on cherche l'élégance, on cherche la longueur, la complexité, le fruit, la fraîcheur. On ne va pas jusqu'à la vinosité parce que ça ne nous intéresse pas, d'autres savent le faire. Et c'est des vins néanmoins qui peuvent aller, au bout de 2 ans, ils peuvent l'atteindre, mais moi c'est pas ce que je recherche. Ouais, non, c'est pas ça. Parce que le rosé, je me dis, il faut, avec la typicité d'identité qu'on a dans notre région et qui est pour moi unique au monde, je suis à peine chauvine, mais je le pense sincèrement, avec le climat qu'on a, avec les cépages qu'on a et la façon de travailler, je parle surtout de la technique de vinification, on est obligé d'avoir quelque chose qui se distingue du reste. Et tant qu'à faire, dans les saveurs
et les palettes aromatiques qui vont s'en dégager, jouer là-dessus et les valoriser. On a des saveurs comme l'ail. Bon, tout le monde ne mange pas de l'ail dans tous les pays du monde, certes, mais pour moi, une saveur comme l'ail, elle est exhalée, elle est sublimée par un rosé, parce qu'il n'y a aucun autre vin au monde qui arrive à prolonger ce plaisir. Et c'est un truc que je sors au sommelier, je me sens le dire, parce que je ne suis pas capable de vous donner des leçons moi, c'est la cuisine, c'est pas mon métier. Les rosés ont une possibilité d'accord mais vin qui est infinie. Quand on dit en rigolant, le rosé, ça va avec tout. Non, oui. Enfin, ça va avec tout, mais c'est une mauvaise généralité. Ah, oui. Ça va avec beaucoup de choses, parce qu'on peut faire beaucoup d'accords inattendus. On parle souvent dans le classique, bon, effectivement, tout ce qui est cuisine asiatique, tout ce qui est cuisine Afrique du Nord, c'est vrai que tu parlais de l'ail, mais je veux dire, ça tient bien sur les épices. Après, tu peux faire des accords plus subtils. Ouais, plus sur subtils. Le structurel aussi. Ça aussi, mais sur des grands classiques, tu essayes en rosé avec du roquefort, c'est génialissime. Enfin, avec du roquefort ou un bleu, c'est génialissime. Tu prends un gorgonzola qui soit un tout petit peu crémeux avec le gras du rosé. C'est fantastique avec un gorgonzola. Là pour ça quand même, hein. Il faut pas faut arroser de pressurage direct. Un rosé comme ça va bien. Ouais. Ah oui non, pas prendre le rosé trop facile, qui est trop sur le côté plaisir, mais sur des rosés peut-être un petit peu plus. Alors j'aime pas le terme vineux, mais structuré. Ouais, après il faut faire attention. Mais sur des rosés avec un peu plus de tenue, comme c'est le cas quand on vient un petit peu sur l'intérieur du pays, on a des rosés avec un peu plus de structure, sans qu'ils soient vineux, sans qu'ils soient des rosés un petit peu à l'ancienne, parce que l'image principale c'est le plaisir. De toute façon, après le reste. Voilà, donc je dis, on fait des accords qui sont originaux avec les fromages, soit avec des fromages de chèvre, avec des pâtes persillées sur des choses comme ça. Tu fais ça avec un saumon fumé, c'est fantastique. Tu fais ça il y a quelques années, notre ami Guy Molnar avait lancé le rosé du Clos de la Bernarde avec le caviar. C'était osé, mais par contre c'est vrai que c'était remarquable. Ça on ne pouvait pas lui enlever, hein. C'était vraiment bien. Qui sont vraiment très spécifiques. La truffe, une brouillade de truffe avec un rosé, ça tient remarquablement bien. Ouais. Voilà, c'est peut-être. Alors des fois on peut paraître un peu prétentieux en faisant ce type d'accord, on peut peut-être croire qu'on veut un peu trop les valoriser, les rosés, mais c'est pas le cas. Franchement c'est très très bien. Voilà, je pense que ce que tu as trouvé par rapport à un rosé sur une brouillette de truffe, tu vas le trouver sur un rosé, pas forcément sur tous. Parce qu'il y a ça aussi. On a quand même cette palette de rosés qui est très diverse, même si tu vas dans un registre de rosés même s'il y a une trame, structuré, mais tu as quelquefois des petites notes où, moi je sais que mes rosés, je ne vais pas les conseiller sur un plat iodé. Ouais, non. Non, ça va manquer un peu de minéralité. Ça... Ouais. On est plutôt sur les épices, hein. On est sur le gras, on est sur le fruit mûr. Alors c'est pas lourd, c'est surtout pas interpréter ça comme ça, mais c'est pas lourd, c'est pas vineux. Ça a juste de la personnalité, ça a peut-être un petit peu plus de richesse que ce qu'on va trouver sur le littoral, sur la Londe ou sur le golfe de Saint-Tropez, où on va avoir une influence iodée différente, effectivement. Là, c'est des rosés qui sont un petit peu plus structurés. On reste sur des vins plaisir. Hein, on est d'accord, on n'est pas sur des rosés d'hiver, hein, ça reste des rosés d'été, ça reste des rosés plaisir, on est toujours sur l'idée. Tu peux aussi envisager les pâtes fraîches avec un pesto maison où tu t'éclates en plein hiver. Hein. Moi, même si le pesto, a priori, des saveurs qu'on a sur l'été, mais ça tient très très bien. Et je t'assure qu'une fourchette de pesto appelle une gorgée de rosé, et vice versa. Ah, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que là, ce qui se dégage chez les épices, c'est le côté un peu mentholé. C'est du fruit, mais ça reste quand même du fruit frais. Il y a un côté un peu cerise. En bouche, c'est gras, il y a du volume. L'acidité est toujours là, parce que bon, ici on n'a pas trop de soucis d'acidité, ce qui fait qu'on arrive à tenir avec des rosés qui ont un certain équilibre. Il y a une belle finale, il y a une belle complexité. Alors c'est des rosés qui sont riches. On n'est pas dans le cadre rosé piscine. Non. Ça, je l'aime cette expression, le rosé piscine qui se boit exclusivement quand ce soit glace, au bord de la piscine à l'apéritif. Mais ça, on y reviendra un autre jour, mais on fera un reportage spécial pour ça. Mais non, on est sur des rosés qui ont de la tenue. On peut le mettre à l'apéritif, on peut le mettre tout au long du repas. Alors j'aime pas trop le terme rosé gastronomie, parce que rosé gastronomie, on y a collé souvent des vins qui, à mon sens, étaient un petit peu trop vineux pendant quelques années, et on mettait ça en rosé de gastronomie parce que finalement ils étaient quelquefois un petit peu trop lourds, un petit peu trop gras. Mais là on n'est pas du tout dans ce registre. Je dirais, même si c'est un peu provocateur, un rosé de table.
Parce que là, ça s'entend vraiment un vin qui appelle un accord, qui appelle un plaisir sur un accord. Et moi, j'insiste sur le fait, j'ai envie de faire passer le message, toujours quand j'ai des consommateurs, des dégustateurs qui sont ouverts au rosé, j'ai toujours envie de dire, mais exigez du rosé les qualités que vous exigez d'un blanc, dans l'équilibre. Ouais. Non pas, c'est pas le même vin, bien sûr, vous avez beaucoup d'autres choses qui... Mais bon, un rosé aujourd'hui, on sait très bien qu'en Provence, on est beaucoup plus proche d'un vin blanc que d'une structure de rouge. Mais justement, pour vraiment différencier le blanc du rosé, j'ai toujours envie de dire, mais imaginez, figurez-vous, parce qu'il faut imaginer le fruit rouge frais. C'est ce qui permet de se figurer, de visualiser vraiment ce que c'est que le rosé par rapport au blanc. Ce fruit rouge frais, finalement. Donc, on ne parle pas de tanin dans un fruit rouge frais, on parle de petits fruits rouges et de fraîcheur de ce type de fruits. Et cet équilibre éphémère que représente le rosé, ça c'est très important parce que ce côté éphémère, ça donne aussi toute la fragilité, toute la subtilité du vin. Donc là, c'est la cuvée Clarendon. C'est un 2007. Ouais. Un petit truc sur la cuvée Clarendon, ça vient de quoi le nom? Clarendon, c'était le pseudonyme de Bernard Gavotti, qui était un membre de ma famille, mon grand-oncle en fait, oui, et qui était critique musical au Figaro. Et très connu. Bon, dans le monde musical, oui, ça a été il a en fait contribué à vulgariser la musique classique. Donc, sa mission, c'était de montrer aux personnes qui aimaient de sensibilité la musique classique, de leur prouver que c'était pas parce qu'on n'avait pas forcément un background ou une origine sociale apte à avoir une culture de la musique classique que forcément ils ne pouvaient pas y accéder. Donc c'est vrai que c'était très moderne et très avant-gardiste. Je crois qu'aujourd'hui, je pense que dans le vin, on essaie un peu de faire la même chose finalement. Je ne sais pas si c'est plus facile ou pas que la musique. Non, c'est pas plus facile. Sauf que ça se rejoint dans le principe des a priori, c'est-à-dire que si on imagine que pour apprécier un vin, pour avoir du plaisir, il faut avoir une connaissance, là on se trompe. Son discours c'était ça aussi, c'est écoutez, faites appel à votre sensibilité, mettez vos sens en éveil. Le plaisir et la connaissance sont deux choses qui sont différentes. Et la connaissance ne va pas forcément vous apporter un plaisir. Le mélomane qui connaît par cœur l'histoire de la musique, il n'y a pas plus de chances qu'il prenne du plaisir que celui qui ne connaît pas cette histoire, mais qui a une sensibilité qui va recueillir ces sons comme quelque chose Le vin c'est pareil. Pour moi, celui qui n'a pas de connaissance, moi j'accueille au caveau des gens qui n'ont pas de connaissance du vin, mais qui ont une ouverture. Et quelquefois, ceux qui croient l'avoir sont beaucoup moins ouverts que ceux qui disent « moi je connais rien mais j'ai envie de découvrir et surtout j'ai envie de me faire plaisir ». Voilà. Et quand on dit, toi tu dois ne pas s'enfermer derrière ses certitudes. Ses certitudes et puis c'est vouloir décrire des vins quand on n'a pas forcément les mots, mais toi tu l'entends dans ton métier tous les jours, c'est pas parce qu'on n'a pas les bons mots qu'on n'est pas forcément un bon dégustateur. Oui. Moi je dis que souvent quand on a une grande bouteille devant soi, il n'y a pas besoin d'en faire des kilomètres, on goûte et le seul mot qu'il y a à dire des fois, c'est bon, ça s'arrête là. Ah oui, là le meilleur message est passé. Voilà, c'est bon, mais ça c'est le voilà, grand compliment qu'on puisse avoir. Après on peut le rendre poétique dans le descriptif, non, c'est important de le décrire et de le qualifier, de le quantifier, mais bon, ça dépend des moments. Là on est là pour en parler. Mais à table, il faut que ça reste convivial, quoi qu'il arrive, avec n'importe quel vin. Pas peine de le disséquer. Oui, non, mais si je dis ça, c'est parce que quelquefois les gens ont des complexes. Même les gens qui viennent nous voir au domaine, avec une certaine humilité et même des complexes, alors que justement, aller au-devant et aller vers les vignerons, c'est une preuve d'ouverture et on est là non pas pour leur mettre plein la vue et leur donner des leçons, mais pour leur expliquer nos vins, parce que nos vins ont une histoire, nos vins ont une âme. D'abord, on connaît aussi l'histoire d'un vignoble, d'une région. Moi, je suis provençale, enfin, je suis née à Marseille, mais je suis provençale, je suis marseillaise comme toi. Et on a une fierté d'une région. On n'est pas pour grand-chose, mais on l'a connue, on l'a portée, parce qu'en étant défenseur d'un terroir, on est forcément aussi défenseur d'une région. Parce qu'on n'a pas envie de faire comme les autres régions, on a envie de faire ce qui est guidé par l'identité, c'est-à-dire des cépages. Tout à l'heure on parlait du rôle, c'est peut-être le seul cépage finalement vraiment provençal parmi tous les cépages qu'on a, à part le cinsault. Le grenache il vient d'Espagne, le cabernet il vient de... D'ailleurs. Une autre planète. Mais c'est vrai qu'on aime pouvoir dire ça c'est chez nous. La Sierra de Grèce.
finalement. Oui, mais enfin bon, on est toujours multiculturel ici. Mais là, on est en train de goûter Clarendon 2007, donc l'encépagement. Alors ça, c'est Syrah 90% et 10% de Cabernet Sauvignon. Ce fameux. Mais le Cabernet C'est marrant, Sauvignon... c'est unanime, hein, le Cabernet Sauvignon, chez tout le monde. Maintenant, tout le monde, beaucoup de vignerons en parlent vraiment avec méfiance. Un peu de méfiance. Mais oui, parce qu'en fait, bon, d'abord, on a le recul. Enfin, moi, je sais que j'ai eu... Enfin, si l'année dernière... les gens vont croire que je n'aime pas le Cabernet, ce qui est vrai. Mais ici, on l'aime pas parce que d'abord sur certains terroirs il ne va pas forcément prendre, oui. Et puis c'est un cépage. Oui, mais en Provence, dans certains terroirs, il ne va pas forcément être intéressant et il ne va pas forcément, deuxièmement, être intéressant tout de suite. Moi je sais que j'ai des millésimes sur lesquels il a été complètement fermé, même presque ingrat pendant plusieurs années, et qu'après il commence à donner une expression qui va sur le terroir, avec des tanins qui se fondent, des choses qui vont vers une sucrosité où on a beaucoup plus de sensations, de plaisir. Je viens de te croire ici. Mais... Ah oui, moi je sais. Enfin, on ne va pas faire le procès du Cabernet dans tous les reportages. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, j'essaye de ne pas le mettre en avant. Voilà, la Syrah est prioritaire. Alors là, on est sur un 2007. Bon, ce qu'il y a toujours d'intéressant chez toi, c'est que tu as la sagesse et puis la possibilité aussi de vendre des vins qui soient quand même pas trop jeunes, là où on commence... C'est jeune pour moi, 2007. Non mais c'est jeune dans des vins, je suis d'accord. Mais c'est vrai que chez beaucoup de tes collègues vignerons, on est déjà sur 2009, certains arrivent à la fin des 2009 déjà, donc, et pourtant ils produisent quand même des vins de garde, mais j'allais dire le contexte économique fait qu'ils sont obligés ils font peu de rouge finalement, donc ils les vendent finalement vite parce qu'ils sont bons et intéressants, donc ils n'ont pas la possibilité de... Moi 2009 j'ai pas fait de cuvée Clarendon en 2009, ça me plaisait pas, j'avais pas la concentration pour faire un vin qui va... J'ai fait du rosé avec, parce que nous on a la grande chance en Provence d'avoir des cépages de rouge qu'on peut vinifier en rosé et faire des très bonnes choses. C'est pas du tout négatif pour le voisin, mais par contre pour faire du rouge il faut... D'ailleurs les rendements qu'on nous impose nous dans l'appellation, on est en dessous pour les rouges. On s'impose un rendement inférieur pour faire des rouges, parce qu'on a envie que ce soit des vins non pas dans une hyper extraction de matière, parce que c'est pas ce qu'on recherche, mais qui est un potentiel de ces vins-là à s'ouvrir sur une dizaine d'années. Donc forcément, si c'est des vins un peu maigres, moi je préfère pas faire. Et j'ai sauté un certain nombre de millésimes dans les années 90, j'en ai fait des impasses, parce que j'avais pas envie de mettre sur le marché des vins qui ne seraient pas forcément une fierté au bout de 10 ans. Par contre, c'est vrai que quand on goûte un 2007 qui pourtant globalement est un millésime qui est plutôt aimable, entre guillemets, qui est un vin qui se met bien sur table. Alors ça se met bien sur table, ça. Je veux dire, à la limite, là on l'a ouvert, mais ce qui serait sympa, c'est de lui faire un petit passage en carafe 1 heure avant. Ça le rendrait un petit peu plus élégant, ça affinerait ses tanins. Enfin, moi je trouve que globalement c'est bien équilibré, mais c'est vrai qu'il est très jeune par rapport à d'autres 2007 sur l'appellation Provence. Alors c'est pas bien ou pas moins bien, c'est juste une question de moment. Mais là on a un 2007, on met le nez dedans, c'est éclatant sur le fruit. On a un côté fruit à l'eau de vie, on a un côté fruit confit, ça sent la cerise, ça sent la framboise, ça sent la mûre, c'est vachement mûr. Derrière on a une belle complexité, il y a ce côté un petit peu sous-bois, ces notes empyromatiques. 2007 est un millésime qui est très complexe, avec une palette aromatique extrêmement large, et je pense que ça donnera ça donne des bons vins en fait 2007. Voilà. C'est pas le cas des, enfin je veux dire c'est le cas des autres millésimes. Oui, moi je pense que c'est un millésime qu'il faut boire maintenant chez moi. Parce que je suis pas sûre que il a une belle fraîcheur aujourd'hui, mais il n'a pas une... On l'aura pas perdu dans 10 ans. Hein. Non, pas perdu, mais il a des tanins, je suis pas sûre. Enfin, moi j'aime ce côté gourmand qui me permet aux autres millésimes de les mettre de côté, mais je suis pas sûre que sa structure lui permette dans 10 ans de gagner quelque chose. Mais bon, toi tu as une autre perception. Je suis pas super inquiet. C'est pas parce qu'il a des tanins extrêmement agressifs que forcément il aura un potentiel de garde plus important. Non, pas agressif, mais plus profond. Quand tu dégustes 2004, c'est des tanins beaucoup plus profonds, beaucoup plus profonds, oui. Ouais. Enfin, vu l'évolution des Syrah, ici, sincèrement, je ne suis pas super inquiet. Mais les vins se dépouillent rarement. Je veux dire, on n'a pas... Enfin, je pense que 2007... non, je suis d'accord, je pense que dans les 5 prochaines années, c'est là qu'on va se régaler le mieux. Mais je suis sûr que dans 15 ans, quand on va les sortir, ils n'auront pas
ils seront pas totalement perdus, quoi. Et là, il a un petit peu perdu, mais il avait jusqu'à présent un côté, c'est très très curieux, qui est propre aussi au 2007 en blanc. Il avait un côté pamplemousse. Ces notes d'agrumes qu'il est en train de perdre un petit peu maintenant, mais ça, c'est des notes qui sont propres au millésime 2007 et le blanc 2007. Le blanc, il a exhalé l'agrume, le pamplemousse, et il l'a toujours. Donc ça, c'est une note qu'on trouve aussi dans certains vins de la vallée du Rhône, moi j'ai trouvé. En tout cas, sur les Syrah, ouais. Sur les Syrah, qui est vraiment sur les Saint-Joseph ou les caractéristique des 2007. Enfin, je parlais moi des Côtes-du-Rhône méridionales, mais bon, après, toi, tu trouves ça sur les Côtes-du-Rhône septentrionales. Oui, je me retrouve plus là dans les Syrah du Nord que dans les Syrah du Sud, en fait. Plus sur la vallée du Rhône Nord, sur les Côtes-Rôties ou les Saint-Joseph, qui ont ce côté un petit peu plus robuste, cette minéralité, mais qui ont cette expression du terroir. Mais, enfin, moi, je trouve que dans tous les vins que l'on goûte ici, chez toi particulièrement, puisque ici on est à Gavoti et pas ailleurs, mais je trouve qu'on a à chaque fois des vins avec beaucoup de personnalité, on a des blancs avec beaucoup d'élégance, une vraie identité, des rosés avec du caractère mais avec du plaisir, parce que c'est un peu c'est un peu la trame de tes vins, je trouve, ici, et des rouges avec là aussi du terroir, de la richesse, une identité. Mais on ne perd pas l'idée du plaisir, puisqu'il y a d'intéressant ici. Ce que j'aime bien, c'est que quand on en achète, on peut les blancs, les rouges, on les met dans sa cave, et puis à chaque fois qu'on en a envie, on les sort, c'est toujours bon, c'est toujours aimable, il y a toujours quelque chose, puis ça dure un petit peu dans le temps. Alors bon, c'est pas une finalité de faire vieillir des vins, mais je trouve que si, oui, si, quand même. Oui. Comme ça dure plus longtemps. Ah oui, mais puis c'est intéressant parce que ça renforce le côté vivant du vin, et puis c'est un attrait. Ça permet aussi de valoriser d'une manière. Tout à l'heure, on parlait de rosé de table, mais il y a des blancs de table. C'est très important pour l'image d'une appellation qui a longtemps été symbole de facilité. On est des vrais vignerons, on a un vrai terroir, et donc on a des vins qui sont capables de vieillir. C'est aussi pour nous une espèce de crédibilité au niveau... Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais oui, je suis un peu d'accord. Mais c'est bien, c'est intéressant chez toi, ce qui est bien, c'est que quand on goûte tes vins, on montre un petit peu autre chose. Moi j'aime bien sur les blancs, je suis très très fan des blancs de Provence, et je trouve que les blancs qui ont quelques années chez toi, c'est vraiment sympa. Ils arrivent au point où ils sont sur le coin. Ah oui, il faut être patient. 10 ans, 10-15 ans. 10-15 ans, ouais. 96 l'a été, 93 l'a été, 98 l'a été. Ouais, il est en cours. Il est sur lui actuellement. Oui. Bon, bah écoute, je te remercie vraiment pour cette belle dégustation, pour cette belle conversation. Et puis, je donne rendez-vous aux gens ici pour qu'ils viennent te voir et que tu leur racontes encore plein de choses. Allez, avec grand plaisir. C'est une passion à partager de toute façon. Merci.